La Terre, foyer de 8 milliards de personnes, y compris celles qui n'ont jamais vu de voiture, tenu un smartphone ou utilisé Internet. Cachées dans les forêts et sur des îles isolées du monde entier, ces tribus uniques se distinguent par leurs traits particuliers, leurs pratiques étranges et un mode de vie rappelant l'âge de pierre. Préparez-vous pour une aventure fascinante, alors que nous vous dévoilons certaines des tribus les plus insolites du monde. La tribu des Korowai. Dans la jungle de Papouasie vit la tribu des Korowai, une communauté qui embrasse la nature et tout ce qu'elle a à offrir tout en fermant la porte à la civilisation et à la technologie. Autrefois, la tribu des Korowai évitait tout contact extérieur et pratiquait le cannibalisme sur ceux considérés comme des ennemis. Cependant, cette pratique a diminué ces dernières années à mesure que la tribu s'est progressivement ouverte au monde extérieur. Les Korowai ont été découverts il y a seulement 35 ans, en 1978, lorsqu'un missionnaire de l'église réformée néerlandaise, Johannes Veldhuizen, est tombé accidentellement sur eux. Par la suite, il a tenté d'en apprendre davantage sur la tribu en utilisant un guide local de la tribu voisine des Setak. Par le passé, les Korowai étaient souvent en conflit avec les Setak, et ces affrontements se terminaient fréquemment par des actes de chasse aux têtes ou de cannibalisme. Aujourd'hui, la tribu est surtout connue pour ses maisons dans les arbres. Construites sur des banyans ou des arbres wanban, ces maisons sont érigées entre 8 et 15 mètres du sol, certaines atteignant même 45 mètres de hauteur. Cela peut sembler incroyable, mais ces habitations sont bâties uniquement avec des branches d'arbres, de l'écorce de sagou et des lianes pour lier les structures, sans marteau, vis ni clous. La construction de ces maisons prend environ 3 jours et est réalisée par les hommes de la tribu. Même si elles paraissent effrayantes, ces habitations sont en réalité très sûres. Chaque maison est équipée d'une barrière en bois pour éviter que les enfants ne tombent et d'une échelle suspendue pour y monter. Une autre particularité fascinante des Korowai est leur façon de compter le temps. Ils mesurent dans les années en fonction de la durée de vie de leur maison, qui tiennent généralement 3 à 5 ans avant qu'une nouvelle ne soit construite. Le mode de vie des Korowai est également très distinctif. Les hommes et les femmes vivent séparément, les enfants restant avec les femmes jusqu'à ce que les garçons apprennent à chasser. Lorsqu'ils deviennent capables de marcher silencieusement pendant plusieurs heures dans la jungle, ils rejoignent alors les hommes. Le mariage chez les Korowai est également particulier. Les femmes se marient très jeunes, tandis que les hommes se marient tardivement, car ces derniers doivent offrir une dot ou organiser un festin avant d'épouser une femme. Bien que cette tribu prône l'amour et l'harmonie, ne vous y trompez pas. Les conflits sont fréquents, souvent liés à la sorcellerie, au vol ou aux problèmes de mariage. Si la sorcellerie est difficile à prouver, l'adultère, en revanche, est puni sévèrement, allant du meurtre au cannibalisme. Alors que les Korowai vivent dans les arbres, découvrons maintenant une tribu qui vit sur la mer. La tribu des Moken, les Moken, souvent surnommés les nomades de la mer, vivent depuis des centaines, voire des milliers d'années, sur les eaux de l'archipel de Mergui. Leur vie entière se déroule à bord de leur bateau Kabang, ne mettant pied à terre que temporairement lors de la saison des moussons. Selon une légende Moken, ce mode de vie serait une punition infligée par une reine ancienne à son mari Moken infidèle. Mais en réalité, pour ceux qui les ont rencontrés, les Moken ne considèrent pas leur existence nomade comme une punition. Passant leur vie entière en mer, ils possèdent une connaissance intime de l'océan et vivent principalement de la pêche et de la collecte de fruits de mer. Ils pêchent en apnée, sans aucun équipement de plongée, ce qui leur a permis de développer une capacité extraordinaire à retenir leur souffle, ainsi qu'une vision sous-marine incroyablement aiguisée. Les Moken troquent leurs récoltes marines contre du riz et du pétrole auprès de commerçants du continent, ce qui constitue presque leur seul contact avec le monde extérieur. Leur société est composée de groupes familiaux étendus, chaque groupe voyageant en flottille sous l'autorité d'un chef de famille. Ils pratiquent le culte des ancêtres, dirigé par un chaman, et organisent des festivals et des rituels pour apaiser le monde des esprits par des offrandes, des transes et des danses. Ils croient en un esprit invisible qui les protège et les guide tout au long de leur vie. Mais passons maintenant à une tribu qui ne croit ni en la force physique, ni aux esprits. Les Asaro Madmen, leur apparition dans la jungle est lente et mystérieuse, semblable à une marée montante. Leur corps enduit d'argile blanche
Leurs masques effrayants surdimensionnés et leurs déplacements lents et silencieux sont à glacer le sang. Ce sont les Mudmen d'Asaro, une tribu autrefois parmi les plus pauvres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais qui est aujourd'hui une véritable légende. Contrairement aux autres tribus colorées de l'île, les Mudmen sont les moins ornés. De la tête aux pieds, ils sont enduits d'argile blanche et se déplacent dans file indienne, extrêmement lentement, regardant constamment autour d'eux comme s'ils guettaient un danger imminent. Leur apparence étrange leur sert d'arme de dissuasion. Contrairement à d'autres tribus qui utilisent la boue pour se camoufler lors de la guerre, les Mudmen s'en servent pour éviter le combat. Tout a commencé il y a des siècles, lorsque la tribu Asaro, timide et pacifique, a été attaquée par une tribu plus puissante. Fuyant l'attaque, ils se réfugièrent dans la rivière Asaro. Lorsqu'ils en ressortirent à couvert de boue, leurs ennemis les prirent pour des esprits vengeurs et s'enfuirent terrorisés. Comprenant l'effet de la peur, les Asaro décidèrent d'utiliser cette apparence terrifiante à leur avantage. Pour accentuer leur effrayante allure, ils commencèrent à fabriquer de grands masques en argile, renforçant ainsi leur réputation de guerriers redoutables, bien qu'ils ne soient en réalité pas des combattants. Si les Mudmen ont su imposer le respect par la peur, une autre tribu, elle, ne cherche pas du tout à faire la paix. La tribu des Sentinelles. Seuls quelques rares individus connaissaient de l'existence des Sentinelles avant qu'un touriste américain ne perde la vie en visitant illégalement l'île isolée de North Sentinel, attirant ainsi l'attention mondiale sur cette tribu. Ils font partie des rares tribus non contactées au monde, en grande partie grâce à leur isolement géographique. North Sentinel est une petite île éloignée des routes maritimes principales, entourée d'un récif peu profond et sans port naturel. Les lois protectrices appliquées par le gouvernement indien, combinées à la défense féroce que les sentinelles opposent à toute intrusion, rendent tout contact pratiquement impossible. Cependant, ils ne sont pas totalement inconnus du monde extérieur. Depuis 200 ans, plusieurs tentatives de contact ont eu lieu, mais elles se sont souvent soldées par des tragédies des deux côtés. Puisqu'il est trop dangereux d'approcher l'île, il est impossible d'établir avec certitude la population de la tribu. Toutefois, selon le recensement de 2011 et les estimations des anthropologues sur la capacité de l'île à subvenir aux besoins de ses habitants, il y aurait entre 80 et 150 sentinelles, voire entre 15 et 500 selon d'autres estimations. Les sentinelles sont apparentés aux autres groupes autochtones des îles Andaman, situées dans le golfe du Bengale en Inde. Mais leur isolement prolongé les a différenciés des autres Andamanais. Ils passent leur journée à tresser des paniers en mailles et utilisent des herminettes en bois avec des pointes en fer pour couper et façonner le bois. Des équipes de sauvetage ancrées près de l'île dans les années 1990 ont rapporté avoir vu des feux de camp sur la plage et entendu des chants nocturnes. Pourtant, personne ne connaît leur langue, car aucun échange n'a pu être établi avec eux. Contrairement aux autres tribus qui sont généralement nommées d'après leur propre appellation, nous ignorons même comment les sentinelles se désignent eux-mêmes. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne souhaitent pas de compagnie et l'ont clairement exprimé, sans même avoir besoin d'un langage compréhensible. Effrayant, n'est-ce pas? Mais peut-être pas autant que... Les Agoris. Les Agoris sont une secte ascétique de sadhus shaïvites qui pratiquent d'une forme unique et extrême de l'hindouisme. Ils sont connus pour leurs rituels étranges et non conventionnels. Vivre dans les crématoriums, se couvrir de cendres, utiliser des crânes humains comme ustensiles et même consommer de la chair humaine provenant de cadavres. Dévoués à Shiva, le dieu de la destruction et de la transformation, ils cherchent à atteindre la libération du cycle des renaissances en transcendant les frontières du bien et du mal, de la pureté et de l'impureté, de la vie et de la mort. L'origine et l'histoire des Agoris restent mystérieuses, car il s'agit d'un groupe secret et insaisissable. Cependant, certains chercheurs les font remonter aux sectes anciennes des Kapalika et des Kalamuka, qui sont apparus entre le 7e et le 8e siècle. Ces sectes étaient connues pour leurs pratiques tantriques radicales, notamment l'adoration de divinités féroces, l'usage d'intoxicants et la réalisation de rites sacrificiels. Avec le temps, ces traditions ont évolué pour donner naissance aux Agoris, dont le fondateur est unanimement reconnu comme étant Baba Kinaram, un mystique du nord de l'Inde. Les Agoris suivent une philosophie moniste, selon laquelle tout dans l'univers émane du Brahman,
la réalité ultime. Ils croient que chaque âme est une manifestation de Shiva, mais qu'elle est enchaînée par 8 liens majeurs qui entraînent l'ignorance et la souffrance. Le plaisir sensuel, la colère, la cupidité, l'obsession, la peur, la haine, l'orgueil et la discrimination. Leur objectif est de se libérer de ces entraves pour atteindre le moksha, l'illumination spirituelle. Pour y parvenir, ils adoptent des pratiques défiant les notions conventionnelles de pureté et de moralité. Ils embrassent volontairement l'impur et le tabou, considérant que rien n'est intrinsèquement mal ou pécheur. Leur association étroite avec la mort et les cadavres vise à transcender la dualité entre la vie et la mort. Manger de la chair humaine leur permettrait de briser leur ego et de se connecter au divin, tandis que vivre dans les crématoriums symboliserait leur détachement du monde matériel. Ils s'enduisent de cendres provenant des morts, méditent nus et utilisent des crânes humains comme bol. Beaucoup de leurs pratiques restent secrètes et méconnues du grand public, tandis que certaines tribus se montrent hostiles aux étrangers. Une tribu qui a accueilli les visiteurs à bras ouverts est la tribu Himba. Les Himba sont un groupe ethnique d'environ 50 000 personnes vivant au nord de la Namibie, dans la région de Kunene, ainsi que de l'autre côté de la rivière Kunene, en Angola. Vous avez probablement déjà vu des images de cette tribu, célèbre pour ses ornements distinctifs et son attachement aux traditions ancestrales. Les femmes Himba sont facilement reconnaissables à leur torse nu et à leurs bijoux symboliques. Elles recouvrent leur peau et leurs cheveux d'ojis, un mélange d'ocre rouge et de graisse animale qui leur donne cette teinte rougeâtre caractéristique. Traditionnellement, les Himba vivent dans des huttes en bois, disposées en cercle autour d'un feu sacré ancestral. Leur mode de vie est principalement centré sur l'élevage du bétail. Pendant longtemps, les Himba ont évité tout contact avec le monde moderne, perpétuant leur mode de vie pastoral dans l'une des régions les plus arides du nord-ouest namibien. Ce n'est qu'au XXe siècle, après les premières expéditions européennes, qu'ils furent réellement découverts par le monde extérieur. Les Himba pratiquent la polygamie. En moyenne, un homme Himba est marié à 2 femmes. Le système matrimonial est également particulier. Les jeunes filles sont promises en mariage dès la puberté, leur époux étant choisi par leur père. Chez les Himba, les garçons doivent être circoncis avant la puberté et deviennent des hommes dès leur mariage. En revanche, une femme n'est considérée comme pleinement adulte qu'après avoir donné naissance à son premier enfant. Le mariage repose sur des échanges de bétail, qui constituent la base de l'économie Himba. En d'autres termes, sans bétail, pas de mariage. La dot, appelée bride wealth, est négociée entre la famille du marié et celle de la mariée. La qualité du bétail offert joue un rôle crucial dans l'acceptation du mariage. La tribu des Samis. Vous pouvez trouver le peuple Sami dans 4 pays, la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Contrairement à d'autres tribus comptant des centaines de personnes, la population totale de la tribu Sami dans ces 4 pays est d'environ 80 000 personnes, dont environ la moitié vit en Norvège. Parmi ceux qui vivent en Norvège, environ 2600 vivent et de l'élevage de rennes, tandis que la majorité de la région du nord de la Norvège est en fait utilisée pour l'élevage de rennes. Traditionnellement, la plupart des Samis ont assuré leur subsistance par la pêche, l'élevage de bétail et la chasse le long des côtes et des grandes rivières plus à l'intérieur des terres. Aujourd'hui, une grande partie des Samis vit en dehors des zones traditionnelles d'établissements Samis et s'est installée dans les villes du nord de la Norvège ou dans la région d'Oslo. Cependant, même ceux qui vivent encore dans les régions traditionnelles Samis gagnent souvent leur vie dans le secteur des services modernes, l'industrie, le tourisme et le secteur public. La culture Sami possède de nombreuses formes d'expression uniques, notamment le joik, l'une des plus anciennes traditions musicales d'Europe. Un joak est dédié à une personne, un animal ou un lieu, et ses harmonies reproduisent les qualités de l'objet chanté. Il y a aussi le gakti, le vêtement traditionnel Sami, qui reste une tradition vivante et est principalement porté lors de célébrations ou de fêtes. Les Samis ont également préservé avec soin leurs arts traditionnels, comme la broderie à l'étain, la broderie de perles, le tissage de lacets de chaussures, la couture de vestes, la sculpture sur bois et la fabrication de couteaux. Malgré leur ouverture à la modernité, ils ne renonceraient à leurs traditions pour rien au monde, ce qui les rend reconnaissables partout où ils vont. Les Karubo.
Les Carubos sont la dernière tribu inconnue à avoir été contactée en Amazonie, leur premier contact ayant eu lieu en 1996. Ils sont localement connus au Brésil sous le nom de Cazeteiros, ce qui signifie littéralement matraqueurs en portugais, et la presse populaire les a ensuite surnommés les briseurs de crâne. Vous vous demandez comment ils ont obtenu ces noms? C'est parce qu'ils portent des massues de guerre qu'ils utilisent au combat. Malheureusement, 7 membres du FUNAI, la Fondation nationale de l'Indien du Brésil, ont été tués à coups de massue par des membres de la tribu Carubo. Étonnamment, le FUNAI n'a pas cherché à capturer ou à punir les auteurs de ces actes, affirmant que ces indigènes amazoniens ne connaissaient pas les lois brésiliennes interdisant de tels meurtres et ne pouvaient donc pas être poursuivis. Bien qu'ils aient reçu ces surnoms, les Corubos s'appellent eux-mêmes les Tslala. Ils parlent une langue de la famille Pano, étroitement liée au dialecte parlé par les Indiens, Matis et Mayaruna Matsas. Contrairement à d'autres tribus de la vallée du fleuve Javari, comme les Matis Mayaruna Matsas et les Marubos, ils ne se tatouent pas le visage. Cependant, ils sont facilement reconnaissables grâce à leur coupe de cheveux caractéristique, courte à l'arrière et plus longue à l'avant. La plupart des Carubos restent non contactés et tout ce que nous savons d'eux provient de contacts avec un petit groupe vivant près du poste Funai à la confluence des rivières Itui et Itaquai dans la vallée du Javari au Brésil. La chef présumée de ce groupe est une femme nommée Maya qui aurait participé au meurtre d'un fonctionnaire du Funai. Selon les rapports, les fonctionnaires du Funai avaient demandé à Maya et aux Carubos de rendre une bâche qu'ils avaient empruntée. Maya aurait attiré les fonctionnaires en leur souriant vers une zone où d'autres Carubos les attendaient en embuscade. Puis elle aurait aidé à immobiliser l'un des hommes, pendant que d'autres Carubos lui fracassèrent le crâne avec une massue. L'un des guerriers Carubos impliqués dans ces meurtres, Taven, aurait expliqué son geste en déclarant « Nous ne vous connaissions pas à l'époque. Si vous connaissez les tribus de la vallée du fleuve Javari, comme les Mayaruna Matsis, vous savez qu'elles pratiquent l'infanticide, et les Carubos ne font pas exception. Lorsqu'un enfant naît avec une malformation, comme une fente palatine, il est tué. Malheureusement, ce type de malformation est fréquent chez les peuples autochtones amazoniens en raison de la consanguinité. Même les enfants plus âgés peuvent parfois être sacrifiés. Par exemple, Maya aurait tué l'une de ses propres filles lorsqu'elle était malade du paludisme, expliquant qu'elle l'avait fait par crainte que la maladie ne se propage aux autres membres du groupe. Les Massaï. La tribu des Massaï est une tribu néolithique originaire des pays d'Afrique de l'Est, comme le Kenya et la Tanzanie. Ils ont une culture centrée sur la croyance que Dieu a créé le bétail spécialement pour eux et qu'ils sont les gardiens de tout le bétail du monde. Pour les Massaï, la vie tourne autour de l'élevage et du pâturage de grands troupeaux de vaches. Au-delà d'être leur principale source de revenus, le bétail joue également un rôle essentiel dans la vie communautaire des Massaï. Les familles et les clans établissent des alliances grâce à l'échange de bétail et la consommation de viande et de lait est considérée comme un acte sacré qui les lie à leur créateur. Pendant des centaines d'années, les Massaï ont déplacé et fait paître leurs troupeaux dans la vallée du Rift sans causer de dommages à la terre ni à la faune locale. Ils y parvenaient en migrant de façon saisonnière à travers de vastes territoires, laissant ainsi le temps aux terres de se régénérer avant d'y revenir pour le pâturage. Comme leur régime alimentaire repose principalement sur le lait, le sang et la viande de leur bétail, la chasse au gibier était limitée et n'avait pas d'impact négatif sur l'écosystème. Autrefois, la meilleure façon pour les jeunes hommes Maasai de prouver leur valeur de guerrier était de tuer rituellement un lion. Cela pouvait se faire seul ou en groupe, avec seulement des lances en fer comme arme. Généralement, seuls les lions mâles étaient chassés dans ce rite d'initiation, connu sous le nom d'Alamayo, car les lionnes étaient considérées comme sacrées et sources de vie. Bien que cette pratique soit aujourd'hui interdite en Afrique de l'Est, les Massaï ne tuent désormais les lions que lorsqu'ils menacent leur bétail. Cependant, le courage intrépide des Marani, guerriers Massaï, est toujours vénéré. Une autre caractéristique bien connue des Massaï est leur beauté physique. Non seulement ils ont des silhouettes gracieuses, mais ils se distinguent aussi par leurs vêtements et leurs ornements corporels uniques. Le vêtement iconique des Massaï est le shuka, une couverture épaisse en coton, généralement rouge avec des motifs à rayures ou à carreaux bleus ou noirs,
porté enroulé autour du corps. Bien que ce vêtement ne soit pas traditionnel dans un sens historique, il a remplacé les peaux d'animaux vers les années 1960. Il est aujourd'hui porté par pratiquement tous les Masaïs en Afrique de l'Est. Le chouka a d'ailleurs été largement imité par des créateurs de mode contemporains, y compris Louis Vuitton, et de nombreux designers de bijoux haut de gamme se sont inspirés des ornements Masaïs, notamment les colliers et bracelets finement perlés aux couleurs vives, portés aussi bien par les hommes que par les femmes. Les Masaïs sont aussi célèbres pour leurs chants et leurs danses, mais la plus connue est l'Adamu ou danse des sceaux. Lors de ce rituel, les jeunes hommes Masaïs se rassemblent en demi-cercle et chantent en rythme à l'unisson. Ensuite, chacun leur tour, ils s'avancent devant le groupe et sautent plusieurs fois aussi haut que possible, en ligne droite. L'Adamu, généralement accompagné de cris énergiques, est observé avec attention par les femmes Masaïs à proximité, car il s'agit d'une démonstration de force des jeunes guerriers cherchant à attirer une épouse. Les voyageurs en safari africain sont souvent émerveillés par cette performance, et certains essaient même d'imiter la danse des sceaux. Toutefois, peu arrivent à atteindre la hauteur des guerriers Masaïs qui s'entraînent depuis l'enfance. La tribu Apatani. Les Apatani sont un groupe tribal d'environ 60 000 personnes vivant dans la vallée de Ziro, dans le district inférieur de Subansiri, en Arunachal Pradesh, en Inde. Les femmes de la tribu portent des bouchons nasaux, ce qui déforme leur apparence et suscite des interrogations sur la raison de cette pratique. Tout a commencé il y a de nombreuses années, lorsque les femmes exceptionnellement belles de la tribu étaient enlevées par des hommes des tribus voisines. Pour éviter ces enlèvements, les anciens du village ont proposé que chaque femme insère des bouchons nasaux et se fasse tatouer le visage afin d'être moins attirante aux yeux des ravisseurs. Les tatouages sombres étaient ancrés sur leur visage, généralement au moment de leur première menstruation. Ce qui a peut-être commencé comme une mesure de protection est progressivement devenu un élément essentiel de la culture et de la tradition Apatani. Cette ancienne tradition a été respectée jusqu'aux années 1970, lorsque le gouvernement a interdit l'incision des bouchons nasaux. Aujourd'hui, seule la dernière génération de femmes âgées des villages Apatani porte encore ces marques distinctives, vestiges d'une pratique culturelle désormais reléguée au passé. En dehors des bouchons nasaux, la tribu est aussi réputée pour sa culture vibrante, avec ses nombreuses festivités, ses motifs de tissage complexes, son artisanat en bambou et en rotin, ainsi que ses conseils villageois traditionnels appelés bouillants. La vallée de Ziro est ainsi devenue un exemple vivant d'un paysage culturel où l'homme et la nature coexistent en parfaite harmonie malgré les évolutions du temps, une coexistence entretenue par les coutumes ancestrales et les croyances spirituelles. La tribu Brakpa. Les Brakpa se trouvent dans la vallée des Ariens, une région célèbre pour ses habitants, qui seraient, selon la légende, les descendants des armées d'Alexandre le Grand. La légende raconte que les Brakpa sont les vestiges de l'armée perdue d'Alexandre, qui serait restée sur place après sa conquête de la vallée de l'Indus. Cependant, cette distinction aryenne, imaginée depuis longtemps en raison de l'apparence claire et singulière de cette population isolée, n'est pas confirmée par des preuves génétiques. Malgré cela, cette culture isolée valorise ses mythes et son unicité. Au fil des ans, de nombreux voyageurs ont été attirés par cette vallée inhabituelle, alimentant encore davantage ces récits historiques et les croyances identitaires des Brakpa. Leur origine étant sujette à débat, ils attachent cependant une grande importance à la préservation de leur pureté ethnique, préférant se marier exclusivement au sein de la tribu. Leur logique est simple. Épouser une personne extérieure signifierait la perte de leurs caractéristiques physiques distinctives. La tribu est également connue pour pratiquer la polygamie et la polyandrie, une particularité culturelle propre aux Brakpa. De plus, ils suivent des restrictions alimentaires strictes. Ils ne consomment ni œufs ni produits laitiers, y compris le lait et le beurre. Bien que la raison de ces interdits reste inconnue, il est certain que la tribu Brakpa est pour le moins unique.